Bonjour, aujourd'hui dans la petite histoire du vélo, la traversée de l'Amérique du Sud par Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre. Alors Dimitri, tu es ici pour nous présenter un voyage un peu extraordinaire qui fera rêver beaucoup de monde, j'imagine, la traversée d'un demi-continent en vélo. Est-ce que tu peux nous raconter déjà d'où t'es venue cette idée? Oui, alors ça faisait plusieurs années que je cherchais une belle destination pour un voyage à vélo et l'Amérique du Sud est tombée sous le sens parce que ça rassemble une variété de paysages, de cultures incroyables finalement sur un continent, bon, certes grand à parcourir, mais voilà, une grande variété et puis la simplicité de l'organisation avec la langue unique tout le long de la traversée. Eh oui, bah oui, une seule langue, mais forcément, j'imagine que ça facilite grandement les choses pour traverser un continent. Tu parlais bien espagnol? Non, j'avais de lointains souvenirs, donc ça a fait partie de la préparation de me remettre à l'espagnol D'accord. pour arriver là-bas, non pas bilingue, mais pour pouvoir me débrouiller T'as sur repris place. quelques cours d'espagnol alors juste avant de partir? Voilà, pas juste avant de partir, hein, plusieurs mois avant, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, à m'y remettre et puis à accueillir des Sud-Américains chez moi à D'accord. l'occasion, via le réseau Couchsurfing aussi, voilà. Ah, c'était l'occasion en plus de tâter un petit peu le terrain avant le voyage alors. Exactement. Et alors ce voyage justement, t'en avais fait d'autres, des voyages à vélo avant de t'engager sur un voyage qui était prévu sur combien de temps, rappelle-moi? Qui était prévu sur 9 mois. 9 mois. Voilà. T'avais déjà effectué d'autres voyages à vélo? Alors j'avais fait quelques petits voyages à vélo seul, mais de quelques jours, et un gros voyage, oui, de 6 semaines en Turquie avec 3 amis à 2 tandems. D'accord, oui, donc tu avais déjà quand même une petite expérience de l'organisation. Justement, l'organisation, parle-nous-en. J'imagine que voilà, traverser un continent, c'est quand même pas évident. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Oui, alors pour mon cas, ça m'a pris 18 mois de préparation. Dans les 18 mois, il y a tout l'aspect administratif, Oui. l'aspect logistique, donc le choix du matériel, le choix du parcours, beaucoup d'échanges avec d'autres voyageurs, prendre le temps. Je dirais que moi j'aimais ça, de prendre mon temps. Ce qui m'a pris le plus de temps finalement, c'est de choisir le parcours. D'accord. Alors le parcours justement, le parcours on l'a justement à l'écran. Est-ce que tu peux nous le détailler déjà entre le point de départ et voilà et puis le cheminement que tu as suivi? Oui. Alors pour la symbolique, j'ai donc décidé de partir de la ligne de l'équateur, donc qui est située juste au nord de Quito, en Équateur. Et puis à partir de là, j'ai donc suivi tout le long de la cordillère des Andes. C'était le fil rouge de mon voyage. D'accord. C'était de suivre cette chaîne mythique. En passant. Pas forcément facile pour un voyage à vélo. Non, pas forcément, mais justement, ça rajoutait du challenge. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel et à la clé des paysages fabuleux. Ouais. Donc départ de l'Équateur, puis Pérou. Chili, Bolivie, Argentine et jusqu'en Terre de Feu à Ushuaia. D'accord, donc ouais, on voit bien, là, c'est vraiment toute cette ligne comme ça. Donc là, c'est vraiment la cordillère là, qu'on voit dessiner là, sur le parcours. Exactement, oui. D'accord. Avec des passages, ce qui était fou, voilà, c'est de passer de l'océan Pacifique à 5000 mètres d'altitude et inversement. Alors, avant que tu nous racontes les belles étapes, déjà, quel est ton sentiment, ton état d'esprit, voilà, quand tu arrives pour le départ, voilà, quand tu foules le sol sud-américain et équatorien pour le coup, et voilà, c'est quoi ton premier sentiment, ta première vision, ta première expérience? Alors donc, quand j'arrive à Quito en pleine nuit, j'ai déjà la chance d'être accueilli par une famille là-bas qui m'héberge plusieurs jours pour me mettre dans l'ambiance. Et c'est évidemment un mélange d'excitation, d'appréhension. Oui, déjà d'être soulagé que tout le matériel soit arrivé en bon état. Et puis c'est une aventure en soi finalement le transport. Oui. Là, surtout pour arriver à Quito, qui est un aéroport un peu compliqué, c'est une belle aventure. Et puis donc voilà, ce mélange d'appréhension, d'excitation, quelques jours pour vraiment me faire au décalage horaire et me vérifier que mon espagnol est correct.
Et alors, donc tu as été accueilli, donc j'imagine déjà, ça doit faire descendre un peu la pression, hein, d'avoir des gens qui t'accueillent, hein, qui te mettent tout de suite à ton aise. Tu avais quand même un petit peu de pression, un petit peu de peur, ou de l'excitation, mêlée à un peu d'euphorie. C'était Ouais, quoi vraiment ce sentiment c'était un peu tout ça à la fois, mais avec vraiment d'être pressé de partir, parce que voilà, c'était l'aboutissement de 18 mois de préparation. Ton point de départ, on l'a derrière nous. Oui, donc voilà. Donc, alors, c'est quoi donc symboliquement, c'est la ligne de l'équateur. En fait, sur la photo, ce qu'on voit, c'est la ligne d'équateur. Voilà, alors on voit marqué le N pour nord et le S pour sud. Donc, c'est vraiment la ligne de l'équateur. Donc ça, c'est le point de départ. De départ, voilà, qui est à 20 km au nord de Quito. Le kilomètre zéro de ton voyage. Exactement. Voilà. D'accord. Exactement. Et puis, le temps de traverser Quito, qui prend beaucoup de temps parce que c'est une ville qui s'étale sur long. Et puis, très vite, on arrive dans la vallée des volcans de Quito, enfin de l'équateur. Et là, au bout de quelques heures, on est déjà dans le dépaysement total, en fait. J'imagine. J'imagine du dépaysement, tu as dû en avoir. Parce que tu nous as dit, il y a une grosse variété quand même de profils, de parcours, de paysages à voir donc, sur cette traversée de l'Amérique du Sud. Justement, pour toi, quelles sont les étapes vraiment incontournables de ton voyage, vraiment les moments de rêve, hein, les étapes de rêve que tu as vécues? Alors, les moments forts, déjà, cette vallée des volcans en Équateur qui est assez incroyable. Et puis, c'est celle qu'on a là, justement, là? Oui, c'est celle qu'on a sur la photo qui est derrière nous? Exactement. C'est beau, hein. Et puis juste après, quelques centaines de kilomètres après, j'entre dans la forêt amazonienne. Ah oui, donc ça, transition brute et totale. C'est assez incroyable, oui. Donc évidemment, avec des changements de climat aussi, on passe de 40 degrés. Juste, je t'interromps. On voit en effet donc sur la photo, là, on te voit dans la forêt. Alors là, c'est sympa. Il y a un petit pont, presque une petite piste. Est-ce que c'est tout le temps comme ça dans la forêt? Non. Alors c'est pas tout le temps comme ça. Mais en Amérique du Sud, globalement, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées. Donc ça, c'est ce qui fait la beauté et la difficulté du trajet. Et c'est praticable en vélo. Alors toi, tu avais fait un choix atypique sur le vélo. C'était un vélo couché. Oui, à 3 roues. Donc là, effectivement, j'étais obligé de pousser le vélo parce que c'était pas praticable. Mais la plupart du temps, évidemment, j'étais sur le vélo et ça posait pas de problème. Et ça passe dans les pistes en Amérique du Sud, ça passe même. Ça passe. Après, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a trois traces au lieu d'une trace. Donc dans le désert, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, donc tu as fait la vallée des volcans. Voilà. Ensuite, tu as traversé la jungle. Et après, dans les belles étapes, qu'est-ce que tu fais rêver les gens qui nous regardent là, justement, tu leur conseilles d'aller où? Les étapes justement, le Salar de Uyuni qui est absolument fabuleux, où j'ai passé 3 jours, donc j'ai dormi sur le Salar. Donc on te voit là justement, on t'a en effet en photo. Qui est donc là. le plus grand lac salé du monde. On a l'impression que tu es dans un désert, mais tu es sur un lac salé en fait. C'est le lac salé, mais c'est un désert, oui, effectivement, avec des îles au milieu, des îles de cactus. Ah oui? Au milieu du lac salé. Donc alors là, les conditions climatiques, c'est quoi? C'est très chaud la journée et très froid la nuit, hein, comme dans un désert. En plus, avec une réverbération du soleil qui est évidemment très violente sur ces lacs salés. Oui, on pouvait passer de plus 40 à moins 20 la nuit. Et sur ce relief, dans ce paysage, c'était quoi la plus grosse difficulté pour toi? C'était quoi? C'était mettre le camp, gérer l'eau, j'en sais rien, hein. Moi, j'ai pas fait ce genre de voyage. Alors, gérer l'eau, oui, sur le Salar de Uyuni et encore plus dans le désert d'Atacama qui était après, qui est un des endroits les plus arides de la planète. Où évidemment, il faut gérer l'eau. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ça, le désert? Exactement. Et donc ça, c'était l'étape juste après, donc le lac salé alors. Voilà. D'accord. Mais je dirais que sur tout le voyage, le plus gros challenge, c'est le vent. Et surtout sur la Patagonie, qui est aussi un endroit, une étape incontournable pour moi. C'est la tornade qu'on voit là? C'était en Patagonie justement? Alors oui, c'était sur le nord de la Patagonie, on va dire. Où effectivement, il y avait des tornades, des vents très violents qui m'ont fait faire des tonneaux. Ah carrément? Ouais. Ah oui, le vent t'a retourné? Le vent m'a retourné et sinon me faisait avancer à 3-4 km/h de moyenne, parce que si on conjugue le vent à des routes qui ne sont pas asphaltées, avec l'effet de tôle ondulée qu'on connaît bien quand on roule dans le désert, ça me faisait des 3-4 km/h, c'est finalement la vitesse de quelqu'un qui marche bien certes, mais qui marche quand même. D'accord, donc sur cette étape-là, avec beaucoup de vent, c'était combien de kilomètres à peu près dans ces conditions-là?
Oh bah, sur des étapes comme ça, je faisais péniblement 25-30 km par jour. D'accord. Sur un total de parce qu'on a parlé du temps que tu avais mis 9 mois, Ouais, hein, et sur, il y avait combien en kilométrage alors de 12 bout en bout? 500 km. 12 500 Voilà. kilomètres. Et en dénivelé, tu as une Alors estimation? j'ai pas tout à fait, mais c'était entre 100 et 150 000 mètres à peu près, ouais. 100 et 150 000 mètres de Parce dénivelé que, positif. ce que je te disais tout à l'heure, quand on traverse la cordillère des Andes, quand on passe du Chili en Argentine, par exemple, eh bien, on a 4000 mètres de dénivelé en une fois. Bah, on te voit là, tu es sur un sommet qui est à plus de 3000 à mètres. plus de Hein. 4008, ouais, ouais. Oui, oui, bah oui. Et ça, c'était fréquent? Oui, T'en as eu combien comme ça? j'ai eu une demi-douzaine de passages comme ça. D'accord. Voilà, avec notamment une descente, une fois je me souviens, de presque 5000 mètres jusqu'au Pacifique, donc en 100 km. Une descente de 5000 mètres. Ah, Voilà. tu fais rêver tous les VTTistes, hein. Je te le dis. Et par contre, 100 à 150 000 mètres de dénivelé positif, enfin, pour ceux qui nous regardent, qui sont sur Strava, qui regardent leurs statistiques à la fin de l'année, à la fin de l'année, il y en a déjà que ça fait rêver, hein, 100 à 150 000 mètres de dénivelé positif. Bah, bravo, parce que tout ça en 9 mois, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Bah, du coup, bah, tu as vu des paysages extraordinaires. Donc, tu as fini sur Ushuaia. Ushuaia, c'est quoi quand tu arrives? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur la fin de ton périple, visuellement et dans les décors traversés? Ce qui m'a le plus marqué, finalement, c'est que c'est le temps qui change en peu de temps et c'est une variété. On passe un col, on a tout de suite une autre variété de paysages. Et quand j'arrive à Ushuaia, c'est ce qui se vérifie à la fin, c'est que on a les 4 saisons en une journée. D'accord. Donc 4 saisons en une journée, une grosse variété de paysages. Et pour le coup, alors si tu ne devais en retenir qu'un seul de paysage, ton plus beau paysage, c'est lequel? Alors je sais, ça ne doit pas être facile hein, sur 9 mois Ouais. d'aventure et autant de pays traversés, mais ça serait quoi? Ouais, pour moi, je pense que c'est quand même le Salar de Uyuni et le fait d'avoir pu d'avoir pu poser ma tente sur le Salar de Uyuni. Regardez, on vous met une petite photo, C'est quand même on vous laisse unique. faire votre propre idée et peut-être que ça va vous donner envie. Quand le soleil se couche et se lève sur ce Salar, on se croit ailleurs en fait. Voilà, c'est comme Wow. sur notre planète. Voilà, ça fait rêver, hein, ça donne envie. Après, là, on a parlé un petit peu que des côtés faciles. J'imagine que tout n'a pas été un long chemin tranquille. Est-ce que t'as eu des péripéties, non, des oui, anecdotes? on a parlé déjà du vent, Ouais. effectivement, qui était terrible. J'ai eu des routes, donc la plupart des routes, enfin beaucoup de routes ne sont pas asphaltées en Amérique du Sud et donc sont compliqué, alors. empruntées uniquement par des camions, ce qui provoque de la tôle ondulée. Et ça, tu m'en as parlé tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu avais une étape que tu aurais aimé éviter, justement. Et tu m'as parlé de ça, justement. C'était quoi? Vas-y. Sur la route 40, qui était en cours de travaux, donc ils commençaient C'est la photo qu'on voit là derrière. Ils voulaient commencer à asphalter la route, mais en attendant de la tôle ondulée. On voit bien là, et c'est une ligne droite d'environ 600-800 km 600-800 et complètement km. exposée au vent. Donc il y a la tôle ondulée, le vent. Combien de temps tu as passé sur cette étape, justement, que si tu avais su, tu aurais évité? J'ai passé 10 jours, dont 3 jours avec un gros rationnement de nourriture et d'eau. Le voyage, c'est aussi de l'abnégation, quelque part. Alors. Ah ouais, exactement. Là-dessus, je m'en souviens d'autant mieux que c'était au moment de mon anniversaire et que je n'avais plus rien à manger depuis presque 2 jours. Ah oui. Et il me restait juste un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que cette étape, tu l'avais imaginée plus courte en fait, et du coup ton rationnement n'était pas adapté? Je l'avais imaginé plus courte et puis surtout j'avais imaginé des villages qui étaient inscrits sur la carte mais qui n'existaient que sur la carte. Voilà. Ah ouais. D'où l'intérêt d'être au contact du terrain et des personnes pour pouvoir affiner un petit peu le parcours. Tu as d'autres anecdotes? Je crois qu'il t'est arrivé, t'as eu quelques petits soucis techniques? Voilà, oui, je compte plus les dérailleurs. Je crois que j'ai cassé 3 dérailleurs. J'ai dû briser à peu près une vingtaine de fois la chaîne. Si, avec ça. Et j'ai surtout cassé le cadre, effectivement. Le cadre cassé. Et là, j'étais un peu au milieu de la Patagonie où il n'y avait pas grand-chose.
Donc j'ai réussi à faire du stop, repartir en arrière pour pas tricher, bien évidemment. Tu voulais pas gratter un petit peu de ton voyage, il fallait pas tricher sur une étape alors. Voilà, non. Et donc je suis revenu en arrière de 150 km. Ah ouais, quand même. Et j'ai trouvé une ville, enfin jusqu'à la première grosse ville où j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me ressouder le cadre, bon avec les 2 roues avant qui n'étaient plus tout à fait parallèles, mais j'ai pu repartir et terminer. Et il te restait combien de kilomètres alors après? Oh, il me restait encore près de 3000 km. Ouais, donc c'est l'aventure, c'est l'abnégation, le voyage, et puis un peu d'inventivité, et puis il faut être opiniâtre, hein, faut pas lâcher. Hein. Exactement. Bon, là c'est pour les anecdotes. Bon, ouais, les mésaventures font partie de l'aventure. T'as eu des belles rencontres, parce que parlons un peu du côté humain. Voilà, on a parlé des paysages, du matériel, et le côté humain. Alors, t'as eu des belles rencontres? J'ai eu des belles rencontres déjà d'un autre cyclotouriste aussi suisse qui était en vélo couché avec lequel j'ai roulé pendant 2 mois et demi. En vélo couché? Il était aussi en vélo couché. Tu t'as retrouvé quelqu'un qui était équipé comme toi, qui faisait le même voyage, c'est juste improbable. Oui, tout à fait. Donc on a roulé une partie, on s'est rencontrés à Cusco et on a roulé une partie donc du Pérou et du Chili ensemble. Et puis sinon, les rencontres sur place de locaux, dès mon 2e jour, je me souviens, beaucoup de voitures s'arrêtaient, ouvraient leurs fenêtres et me donnaient de la nourriture, par exemple, des boissons. Et puis j'ai carrément eu quelqu'un qui m'a invité en disant dans 2 jours, tu vas arriver là où j'ai une maison de vacances, viens chez moi, je t'accueille. Et je suis resté 3 jours dans sa maison avec toute sa famille. Waouh, c'est vrai, c'est chouette quand même. C'est aussi important que les paysages traversés, ce qui reste sur le côté humain, en fait. Ça t'imprègne autant que les paysages traversés, que la beauté de la nature. Bien évidemment. Et j'ai bien aimé cette alternance, parce qu'il y a aussi eu des moments où je ne rencontrais absolument personne pendant 2 semaines, et ce qui donnait encore plus de sel, évidemment, aux rencontres. Alors, en conclusion, Dimitri, déjà, ça fait rêver, franchement. Au-delà, pour toi, dans ton être personnel, dans ta construction, au-delà de ce périple à proprement parler en Amérique du Sud, ou simplement le fait de voyager, de voir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, le voyage et le voyage en vélo à proprement parler, qu'est-ce que ça t'apporte et en quoi ça te construit dans la vie de tous les jours, si ça peut inspirer les gens qui nous regardent? Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, ça développe vraiment l'abnégation et l'opiniâtreté. Ça, c'est des points, on se découvre finalement aussi. C'est aussi pour ça que je voulais voyager seul, c'était vraiment pour tester mes limites et me découvrir. Et tu fais bien insister sur le voyage à vélo, pour moi qui change beaucoup du voyage ordinaire, c'est que le vélo est vraiment un facilitateur de rencontres. En Amérique du Sud, finalement, il y a très peu de gens qui font du vélo, ça attire les villageois. J'ai le souvenir d'arriver dans des villages où tous les enfants couraient sur moi pour toucher le vélo, me toucher. C'est des choses dont on n'a plus l'habitude ici. Donc, voilà. Ça te réapprend un peu les valeurs humaines et Exactement. les valeurs essentielles qu'on perd peut-être un petit peu dans nos sociétés modernes. Tout à fait, ça réconcilie avec la nature humaine. C'est d'autant plus vrai dans les contextes actuels, avec toutes les mesures de distanciation qu'on peut avoir. Écoute, merci Dimitri, merci pour ton partage. J'espère que d'une part, cette émission et ce périple vous a plu et que ça va vous donner envie, vous aussi, de voyager dès qu'on pourra. En tout cas, nous, on a été ravis de partager ça. Moi, tu m'as fait rêver et je pense que je vais envisager peut-être 1 ou 2 voyages en vélo à l'avenir. Merci beaucoup, Dimitri. De rien, merci Alexandre. Merci à vous et à bientôt pour d'autres rêves, d'autres passions, d'autres aventures dans la petite histoire du vélo. Au revoir.